Bonjour et bienvenue sur le podcast des jeunes Africains inspirants. Les jeunes Africains inspirants, c'est la conviction qu'au sein de notre jeunesse africaine, nous avons de quoi nous enrichir pour avancer vers le succès tel qu'il nous correspond. Je vais à la recherche et je discute avec des jeunes en mouvement. Par leur parcours, ils m'inspirent. Il nous faut réussir et ce n'est pas le jour de chasse qu'on dresse son chien. Je suis Efoué Rodrigue Wallace, docteur ingénieur en mécanique et artiste le soir. Je reçois dans ce podcast d'autres jeunes, comme moi, pour discuter de leur parcours, de leurs choix, de leurs échecs, de leurs réussites, de leur mindset, d'argent, de foi, de hobby et j'en passe. Si tu aimes notre approche, je t'invite à t'abonner et à partager avec les gens que tu aimes. Si tu détestes, je t'invite également à t'abonner pour avoir des arguments pour détester et je t'invite à partager ce podcast à des gens que tu détestes. Dans cet épisode, j'accueille un analyste financier d'une grande banque sur le continent. Son parcours, loin d'être simple, lui a demandé abnégation et ténacité. Christian nous montre une façon d'y arriver sur le continent malgré tout. Sa philosophie, c'est de toujours essayer, car si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Dans cette discussion, nous parlerons des métiers autour de l'économie et de la finance, et puis nous ferons bien sûr un peu d'éducation financière. L'argent, c'est important, alors il faut qu'on en parle. Et on en parle avec mon premier compatriote sur le podcast, Monsieur Christian. Bonjour Christian, merci d'avoir accepté mon invitation à discuter. Comment ça va à Lomé? Sur les actualités, donc tu es à Lomé, comment ça se passe aujourd'hui? Comment c'est le climat? Comment tu le ressens personnellement? À Lomé, ça va. Tu sais, en Afrique, en général, c'est la débrouille, hein. Même quand ça va pas, on dit que ça va, mais ça va. Il pleut un peu ces derniers temps, ce qui est un peu anormal pour cette période de l'année, mais c'est pour le mieux. Au moins, il n'y a pas la chaleur, donc ça va. On va essayer de retracer un temps. Donc on va commencer par où tu es né, où est-ce que tu as fait tes premiers pas dans les études, qu'est-ce que tu as fait ensuite comme études, c'est quoi ta relation avec la famille, et les amis proches, les amis d'enfance et tout ça. Donc déjà, où est-ce que tu es né, quand, comment, dans quelles conditions familiales? Ok, d'accord. Merci déjà pour l'opportunité. C'est un grand plaisir de m'inviter sur ton émission. Déjà, je suis né à Lomé, au Togo, en Afrique de l'Ouest. Je suis né un 14 août, donc de l'année, pas pour une suspension. Donc, je suis né dans une assez grande famille. J'ai 5 frères et sœurs, donc ça fait au total 6. Et j'ai fait mes premières études à Lomé. J'ai fait jusqu'à mon collège dans une école qui s'appelle La Source dans mon quartier. Après le lycée, bien évidemment, j'ai continué au lycée de février à Agbalpedo, pas loin non plus aussi de mon lieu de résidence. Puis après le bac, j'ai fait 2 années en économie à l'université de Lomé, en économie de développement plus précisément. Puis après, je suis parti à Dakar pour continuer mes études. Et là, j'ai fait une licence en gestion, option finance comptabilité. Puis après, on va dire que j'ai fait un MBA en ingénierie financière. Pour résumer, voilà, j'ai fait un MBA en ingénierie financière et voilà. Comment tu ressens le moment où tu quittes le Togo pour aller à Dakar? Alors, ça s'est passé comment? Après mon bac, il n'y avait pas vraiment une destination qui était définie. Bon, c'était après le bac, je faisais l'université. L'option qui s'était présentée à moi, c'était de faire des écoles de commerce au pays, soit de faire l'université. Donc, les écoles de commerce, c'était pas très
très, très convaincu à cause de la reconnaissance des diplômes, en tout cas à cause du contenu. Oui, j'aurais pu avoir un diplôme, mais pour moi, bon, peut-être en termes de contenu, c'était pas forcément ça. Et sur la durée, c'était pas aussi très sûr à cause de la reconnaissance des diplômes. Il faut dire que ce que je voulais faire comme spécialisation, en tout cas à l'époque, j'avais pas de visibilité ou j'avais pas l'information qu'il y avait ça dans les écoles de commerce. Donc, par défaut, j'ai commencé en économie de développement à l'université de Lorraine. Ok, il y a une question que je t'ai pas posée. Comment tu as choisi déjà ce que tu voulais faire après le bac? Parce que ça, c'est hyper important aussi. Comment tu avais eu les informations sur ce que tu voulais faire et comment tu avais décidé ce que tu voulais faire? Parce que tu parles déjà de cette vision de la spécialisation. Ça veut dire qu'après, Oui, tout juste après le bac, tu avais déjà une idée de spécialisation que tu voulais faire. Comment oui. tu as fait ce choix-là? Alors, je me rappelle, si je ne dis pas de bêtises, pendant mes études au lycée, je savais que j'avais envie de travailler dans le monde des affaires, de la finance, de la banque. À l'époque, je n'avais pas une visibilité qu'il y avait une différence entre la finance et l'économie. Pour moi, je voulais dans le monde des affaires, tu vois, travailler dans la banque. En tout cas, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'emploie ces termes, mais à l'époque, c'était pas ces termes-là qui étaient dans ma tête, mais je savais que c'est ce que Hmm. j'avais envie de faire. Ou soit j'avais envie de faire de la douane. Voilà, dans la Ah douane, oui, je voulais ok. être douanier. Voilà. Mais je voulais pas être douanier comme les gens sont douaniers rentrer dans l'armée. Pour moi, c'était plus ce qui s'apparentait à quoi? Un inspecteur de douane. Tu vois? C'était D'accord. plus ce dont j'avais envie de faire. Je voulais pas être douanier comme ceux qui sont postés un peu partout sur les rues, en tenue, tout ça. L'armée, Hmm. c'était pas ça. Mais je voulais faire plus le côté administratif de la douane. Donc, en grandissant, après, j'ai compris que c'était plus être inspecteur de douane ou inspecteur de douane. Donc, dans mes recherches, je me demandais quelle formation m'aiderait le mieux à atteindre ces objectifs. Donc, dans les écoles de commerce que je voyais, en tout cas à l'époque, c'était pas vraiment ce qui pouvait me rapprocher de mon objectif. Donc, j'ai opté pour l'université de Lomé. Et pour l'université de Lomé, j'ai également fouillé. Donc, il y avait quoi? En passé, il y avait l'option de faire la comptabilité, le contrôle audit, ou de faire les ressources humaines, ou de faire l'économie. Donc, je me suis dit, ce que je veux faire, la comptabilité, contrôle audit, c'était un peu trop carré pour moi. Pas dans le sens de la capacité, mais c'est-à-dire généralement quand tu fais la comptabilité, contrôle audit, du moins pour nos grands frères, les expériences qu'on avait, c'était soit ils devenaient comptables automatiquement, soit en fait, ils faisaient un métier que de la comptabilité, chose que je ne voulais pas. Donc, je me suis orienté vers l'économie avec vraiment Hmm. une vision. Je me suis dit, après, je pourrais faire une spécialisation. Et dans l'économie, il y avait l'économie internationale, l'économie de développement également. Et j'ai plutôt opté pour l'économie de développement au lieu d'aller à l'international. Donc, voilà comment s'est fait mon choix d'aller déjà, c'est-à-dire, c'est parti de ce que j'avais envie de faire et après, j'ai essayé de Hmm. voir quelle formation pourrait m'aider à me rapprocher un peu plus de ce que je voulais faire. Voilà comment est parti mon choix. Ouais. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ces points parce que je pense que les gens qui nous écoutent peuvent être des jeunes. Peut-être ils arrivent à un moment comme ça où ils vont vouloir décider. Et tu as évoqué une différence entre l'économie et la finance. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi la différence entre l'économie et la finance? Et puis tu as aussi évoqué tout ce qui est comptabilité, Oui, audit, oui, contrôle audit. C'est quoi oui. les différences entre ces différents parcours et c'est quoi les débouchés potentiels si on choisit l'un ou l'autre parcours? C'est résumé en quelques mots, ces OK. possibilités-là. Si, si. Alors, déjà, je vais faire la différence entre l'économie et la finance. Je vais faire la différence après pour moi, en tout cas, de mon point de vue, de ma vision, entre la comptabilité et puis la finance. Donc, entre l'économie et la finance, déjà, la finance va absorber un peu de l'économie. On va se baser sur l'économie pour faire de la finance. Mais l'économie ne va pas forcément faire de la finance. Pour l'économie, on va plus parler des critères macroéconomiques. C'est vraiment tout ce qui a, dans l'économie pure, c'est tout ce qui a rapport à, on va contextualiser dans un pays, par exemple, tout ce qui a rapport à les politiques monétaires, les finances publiques, c'est-à-dire comment est-ce que l'État met en place ses stratégies pour financer
pour financer l'économie, c'est-à-dire pour apporter de l'argent, injecter de l'argent dans l'économie. Quelles sont les stratégies ou les politiques que l'État met en place pour pouvoir permettre une croissance de l'économie. Voilà, il y aura des termes que je vais employer ça sera un peu redondant, mais bon, on va faire une différence. On va dire que l'économie, c'est tout simplement une vue d'ensemble des activités financières d'un pays, si je le ramène à un pays, ou d'un secteur d'activité, par exemple. Ça sera vraiment les agrégats macroéconomiques. Donc, en économie, on parle vraiment d'agrégats. Quand on parle d'agrégats macroéconomiques, donc on parle de microéconomie et de macroéconomie. La macroéconomie, c'est purement vers l'économie. La microéconomie, ça s'apparente un peu à la finance. Dans les agrégats macroéconomiques, on va entendre parler d'inflation, on va entendre parler de taux d'intérêt directeur, on va entendre parler de dette publique, tu vois. On va entendre parler tu vas entendre parler de balance. De chômage, tu vois. D'emploi. Ça va employer, voilà, ça va se servir des termes économiques pour différents. On va dire que l'économie, c'est la grandeur, tu vois. C'est vraiment une vue d'ensemble. Et la finance va s'apparenter plus spécifiquement à des secteurs, à des activités. Donc, la finance, c'est le moyen, tu vois, ou les mécanismes pour apporter, pour injecter de l'argent dans une activité, pour faire croître l'économie. De mon point de vue. Donc, voilà. Donc tu dis que la finance, ce que vont faire les activités bancaires, ça va être beaucoup plus de la finance. De la finance. C'est ça un peu, ok. Non, je voulais dire dans la finance, ça sera dans la banque, vraiment, la banque, la microfinance, agent de notation, ça sera beaucoup plus de la finance qu'on va faire, tu vois. Et maintenant, les données ou les actions qu'on va faire dans la finance, ces données-là vont servir à avoir vraiment des données économiques. Là, on va aller sur du macro, on va la faire des agrégats. On va en parler vraiment en termes de grandeur, en termes de PIB, en termes de chômage, comme tu l'as dit, d'inflation, tout ça. C'est pas de l'économie. Ok. Et celui qui fait l'économie, par exemple, celui qui va étudier l'économie, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme métier dans la société? Alors, quand tu vas étudier l'économie, ça dépend. C'est vraiment très large, l'économie. Parce que même dans l'économie, il y a des spécialisations comme les statistiques, les analystes de données. Vraiment, c'est vraiment très large. Donc, celui qui va faire l'économie, ça va dépendre de dans quoi il va se spécialiser. Parce que vraiment, il faut savoir que dans l'économie, il faut analyser énormément de données. Quand je disais tout à l'heure, c'est vraiment de la macro, des agrégats macroéconomiques. On parle de macro, on parle de profondeur. Donc, il y aura beaucoup de données parce qu'aujourd'hui, dans un pays, par exemple, on va dire que quelqu'un qui a fait de l'économie et qui veut analyser le secteur bancaire du Togo, par exemple, il va collecter toutes les données des différentes banques au Togo et il va faire une compilation. Aujourd'hui, il va prendre Ecobank, Orabank, Banque, tout ce que tu veux. Il va prendre leur taille de bilan, par exemple. Il va comparer cette taille de bilan. Après, il va te sortir des ratios, des statistiques, de données. Aujourd'hui, en moyenne, le bilan des banques au Togo est accru de tel pourcentage, se situe à tel niveau. Il va te sortir des ratios, soit la taille de bilan par rapport au résultat net, la taille de bilan par rapport au coût des ressources. Voilà, il va faire vraiment de l'agrégat de données. En économie, aujourd'hui, tu peux faire, après te spécialiser en statistiques, tu peux faire de l'économie internationale, par exemple, pour analyser vraiment les politiques d'investissement, les axes stratégiques dans lesquels l'État peut s'avancer pour dynamiser l'économie, par exemple, ou par exemple pour rehausser le pouvoir d'achat des populations. Quelles sont les actions, les leviers sur lesquels l'État peut jouer, quels sont les domaines prioritaires, les domaines dans lesquels l'État peut investir. Si aujourd'hui l'État décide je veux relever le pouvoir d'achat des Togolais, tu vois, il dit, je veux relever le pouvoir d'achat des Togolais, je veux relever les Aujourd'hui, l'économiste va pouvoir analyser l'environnement et les données pour proposer des solutions et dire aujourd'hui, si on veut relever le pouvoir d'achat de tel point de base, il faudrait plus investir dans tel domaine. Il faudrait plus faire des actions dans tel domaine plutôt que tel domaine. Et ça sera vraiment basé sur des données historiques. Ça sera basé sur des données du secteur. À quel point peut-être les banques participent ou financent l'économie. À quel point le secteur, par exemple, agricole, si c'est le pays, c'est-à-dire le pays est plus orienté,
la majorité de la population est plus dans le secteur de l'agriculture, par exemple. Si on veut relever le pouvoir d'achat, il faut vraiment savoir que il faut mêler des actions plutôt dans ce domaine-là et autour de ce domaine-là. Un économiste va te sortir des données que je veux. D'accord. L'économie, c'est Développement très vraiment très, vaste, très vaste. très Et vaste. donc, ça peut toucher à beaucoup d'aspects Oui, de la société. La finance, c'est plus les activités autour de la banque, des marchés boursiers, des choses le comme marché ça, boursier, des oui. sociétés de cotation et ce qui est comptabilité, contrôle et audit. Qu'est-ce que ça va couvrir dans ce cas-là? Alors, dans la banque, par exemple, on va dire que les banquiers en général font de la finance. Mais dans la finance, quand on fait de la finance, après, on a besoin justement de tenir un état, de faire un rapport ou une situation de tout ce qu'on fait comme activité. Dans la banque, on va faire de la finance, c'est-à-dire on va faire tout simplement du commerce de l'argent. On va le dire comme ça, vraiment terre à terre. Mhm. Mais c'est quand même du commerce, tu vois. C'est comme toute activité où tu vends un produit. C'est-à-dire, soit tu produis quelque chose que tu vends, soit tu achètes quelque chose que tu revends. Dans le domaine de la finance, on va pas produire de l'argent qu'on va vendre, on va acheter de l'argent. Bon, on va louer de l'argent. On va le dire en Mhm. termes terre à terre. On va louer de l'argent auprès des particuliers. Ça vient des collectes, c'est-à-dire des épargnants, toi, moi, personne lambda. On va collecter leur épargne moyennant une certaine rémunération. C'est pourquoi on parle de louer. Les rémunérations, c'est le taux d'intérêt qu'on donne sur le compte épargne, par exemple. On va collecter ces ressources-là et après, nous, on va aller le relouer à d'autres personnes, des gens qui Mhm. ont besoin de financement. Moyennant aussi une certaine rémunération. Ce sera le taux d'intérêt qu'on va leur appliquer. Donc, quand la banque va récupérer son taux d'intérêt de l'autre côté, il va s'assurer à ce que, bien évidemment, le taux d'intérêt auquel il loue son argent à ceux qui en ont besoin soit supérieur à ce qu'il va reverser là où il Ouais. a collecté. Et la différence de ce taux d'intérêt, ça sera le revenu de la banque. Tu vois. Mhm. Donc Ouais. aujourd'hui, quand le banquier ou les commerciaux vont faire toute cette activité, il faut forcément qu'on tienne un état, qu'on fasse une situation de tout ce qu'on a fait, les rapports. Et puis la banque, voilà, la banque aura des locaux, aura des moyens de justement pouvoir faire cette activité, des immobilisations, des corporels comme un corporel notamment, c'est-à-dire les véhicules dont se servent les commerciaux pour aller démarcher les clients, le bâtiment dans lequel la banque est abritée et le stock et tout. Donc, il faut faire un état de cela. On aura besoin de la comptabilité. C'est à ce moment la comptabilité va intervenir. En général, on parle des métiers support. C'est-à-dire, c'est pas Mhm. il faut pas de l'activité principale que la banque fait, mais c'est les métiers support, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est politique, tout ce qui est conformité. Voilà. C'est vraiment des métiers support D'accord. dans le domaine de la banque. Hmm. C'est très clair. Je pense que ça éclaire beaucoup de gens, moi y compris, hein, sur tous ces métiers-là autour de la banque, on dit économie, on dit finance, et en fait, il y a plein de sujets, de métiers autour de ces grandes thématiques-là. Revenons un peu sur le parcours. D'accord. Donc, naissance au Togo, études jusqu'au bac. Oui. Ensuite, tu fais ton choix avec ta vision de travailler dans la banque, tu pars au Sénégal. Et là, Voilà. tu vas faire une Voilà. première année. Et donc, tu me disais la différence que tu observes à ce moment-là. Alors, je te coupe. Faut dire qu'après mon bac, j'avais plusieurs camarades de promotion qui étaient déjà partis, qui étaient déjà au Sénégal. Donc, ils étaient dans différentes écoles. On était toujours en contact. Je me renseignais voir comment est-ce que ça se passait là-bas et tout. Donc, après mon bac, initialement, bon, après les 2 années que j'ai passé, mais on va dire, durant les 2 années, initialement, le projet, c'était d'immigrer au Canada. Donc, dans les démarches et tout, j'ai vite compris que la procédure était longue. Elle était vraiment Mhm. longue pour immigrer au Canada. Donc, moi, j'ai eu le réflexe de dire à mon père, bon, voilà, écoute, oui, c'est bon, toute cette procédure, mais ça prend trop de temps. Et j'avais pas envie de rester toujours là. Donc, je préfère aller à Dakar, continuer dans mes études et parallèlement faire la procédure. Si Mhm. ça marche, tant mieux. Au moins, jusqu'à ce que je n'ai les papiers pour le Canada, j'aurai fini au moins un premier cycle. Mhm. Ou soit, si ça ne marche pas, au moins, j'aurai fini un premier cycle. Et plutôt que de rester vraiment dans l'incertitude totale. Ouais. Voilà. Et de Dans les deux plus, cas,
tu veux sécuriser ton Voilà, parcours, tu veux pas rester oisif, quoi. Tu veux toujours être en mouvement. voilà, voilà, parce On que aime ça, on aime ça. malheureusement, j'ai vu ça chez beaucoup de personnes. Dès qu'ils se mettent en tête, ils font les papiers pour l'Occident, ils délaissent carrément. Ils cherchent pas de prolonger. C'était comme si Hmm, c'était garanti pour eux que, voilà, à coup sûr, ils auront les papiers. Alors que c'est pas, hmm, hmm, on hmm. sait très bien que la réalité est tout autre, tu vois. Et tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est vraiment dématérialisé. On a l'information. Tu peux aller dans l'information, mais il y a quoi? Il y a 10 ans en arrière, on se fiait vraiment aux agences, tu vois, qui nous faisaient les papiers. On Ouais. n'avait pas. Donc moi, je voulais pas rester dans ça. Et c'est comme ça que je décide de partir à Dakar pour faire mes études. Donc je pars pour faire mes... Faut dire que j'avais fait 2 années ici. Quand je pars à Dakar, je devais faire normalement la troisième année. Mais bon, ils me demandent de reprendre la deuxième année au lieu de passer directement en troisième année parce que j'étais en économie et là, je passais en gestion. Donc, il y avait des Hmm. matières en deuxième année que j'avais pas forcément fait. Il y avait, heureusement, il y en avait bon nombre que j'avais déjà quand même validé, mais il y avait d'autres que j'avais pas validé, mais qui étaient nécessaires pour la troisième année. Donc, ok, j'accepte de reprendre la deuxième année. Je fais ma deuxième année, ma troisième année pour obtenir ma licence. Et j'avoue que c'était vraiment 2 mondes très différents. C'était beaucoup, pour moi en tout cas, c'était beaucoup plus light, c'était beaucoup plus facile. En tout Ah cas, ouais? C'était beaucoup plus facile pour toi oui, là-bas. oui, Ah j'avoue, c'était beaucoup oui. plus facile. Les Sans Sénégalais vont se prétention. fâcher en entendant ce que tu dis là. Ils vont dire, mais... Non, je dis pour moi, sans prétention, c'était beaucoup plus facile parce que il y avait quoi? Il y avait des matières, il y avait des choses qu'on faisait sans pour autant vexer mes collègues, mes amis sénégalais. Il y avait des trucs qu'on faisait en deuxième année que moi j'avais fait peut-être en année de terminale, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, donc pour moi, donc je suis arrivé tout de suite, j'avoue que je suis arrivé tout de suite, j'avais un peu la pression parce que je pensais que ça aurait été un peu le même rythme qu'à l'université de Lomé, mais très rapidement, je pense que c'est pas le cas. Bon, la Hmm. première année, ma deuxième année là-bas, qui était ma première année, j'ai tenu le rythme, mais j'avoue qu'en troisième année, j'avais un peu relâché le stress. Voilà, ça s'est très bien passé. D'accord. Est-ce que tu penses que, enfin, il faut le dire, hein, Oui. à l'université de Lomé, j'ai pour avoir été à l'université de Lomé quelque temps, c'est un peu une jungle là-bas aussi. Et il y a beaucoup de gens sur ces Mhm. parcours-là d'économie. Et est-ce que Oui. tu penses que tout ça fait que le parcours à l'université de Lomé d'un étudiant, il est beaucoup plus difficile que la moyenne des gens globales, même dans d'autres pays? Dans d'autres pays, j'ai pas fait l'université des autres pays, j'ai fait que l'université de Lomé. Et j'ai vu l'environnement à Dakar. Alors, faut dire qu'à Dakar, quand je suis arrivé, ici à Lomé, j'étais dans une université publique, l'université de Lomé. À Dakar, j'ai fait l'université, mais c'est une université privée. Donc, je pourrais pas vraiment comparer l'université de Lomé, qui est une université publique, à D'accord. l'université privée. Mais je dirais que, de façon générale, bon, on avait plus ou moins les mêmes cours, parce qu'on avait les mêmes profs dans mon université privée que l'université publique de Dakar. En termes de contenu, pour moi, c'était beaucoup plus facile à Dakar, mais il faut dire à Dakar, dans l'université privée aussi, publique aussi là-bas, c'est très compliqué parce qu'ils sont enclins à beaucoup de grèves, beaucoup de suspensions de cours, tout ça. Ce qui fait qu'une année université peut te durer 2 ans, très facilement, Ah ouais? beaucoup plus qu'à Lomé. À Lomé, D'accord. même si on fait des grèves, c'est vraiment contenu. Mais là-bas, dès qu'il y a un problème politique, quelque chose qui ne concerne pas l'université, c'est tout de suite un bouleversement. Et l'université est fermée là actuellement depuis les manifestations de l'opposant, voilà, de Oh là. l'outsider, Ousmane Hmm. Sonko. L'université est fermée depuis plus de 5 mois. Actuellement, Ah on parle de oui. l'université de Dakar, voilà, l'université publique de Dakar est fermée, ça fait 5 mois. Donc, j'ai pas souvenir qu'à Lomé, ça s'est déjà passé, mais bon, voilà. En termes d'administration, c'est compliqué. Mais en termes de contenu, maintenant, pour l'université privée que j'ai fait, c'était beaucoup plus facile, en tout cas, pour moi. D'accord. Et à ce moment-là, bon, on revient encore sur le parcours. À ce moment-là, Oui, donc tu étais en train de finir ton parcours à Dakar. Tu avais oui, l'option du Canada. Est-ce qu'elle oui. a abouti cette option du Canada? Non. J'avoue que quand je suis arrivé, l'option du Canada, je l'avais tout de suite un peu écartée pour me concentrer sur la licence parce que, comme je te disais, quand je suis arrivé, en tout cas la première année, j'avais un peu la pression parce que je pensais que ça allait être
Ça allait être un peu le même parcours qu'à Lomé. Donc la première année, j'y ai pas pensé beaucoup. J'ai continué par m'enseigner, mais après, c'était un peu compliqué pour faire les équivalences parce que pour moi, Hmm. c'était hors de question de faire tout ça et d'arriver là-bas, de recommencer. Donc j'avais compris que si je voulais arriver là-bas, il fallait que j'ai au moins un master 1 pour arriver là-bas à faire la maîtrise. Hein. D'accord. Il y avait des équivalences qui faisaient, mais ça aurait été plus facile que j'ai le master 1 et quand j'arrive là-bas, je fais la maîtrise. Parce que chez eux, le baccalauréat, c'est 4 années. Hmm. Donc, quand tu as une licence ici, c'est l'équivalent du baccalauréat, mais techniquement, ce n'est pas le cas parce que toi, tu auras fait 3 ans pour avoir ta licence, contrairement aux étudiants Hmm. canadiens qui ont fait 4 années pour avoir le 4 ans. bachelor, Ouais. il fallait atteindre le master 1 pour faire la Hmm. suite. Après, j'avais écarté un peu cette hypothèse-là. Donc, je me disais, bon, au moment d'être à ma 3e année ou ma 4e année, je fais beaucoup plus. Et après, j'avoue que j'ai plus développé cette issue, mais après, j'y ai pensé. On va en parler quand on va évoluer dans la discussion. Très bien. Voilà. Donc, je rappelle juste, le bachelor, c'est ce que les Canadiens appellent le baccalauréat. Et Oui, dans le système francophone, on n'a pas ce truc. On a la licence, on a le oui, master, oui, mais le bachelor ou le baccalauréat des Canadiens, il fait 4 ans. C'est bien ça, hein? exactement, Voilà, très exactement. bien. Donc, tu fais ta petite tambouille à Dakar et après, Oui, tu reviens à Lomé pour faire le master. Quelle est la suite? voilà. C'est là vraiment qu'après les difficultés ont commencé. Bon, on va dire que quand j'ai fini la licence, bon, après, il n'y avait pas une visibilité claire sur le master. Parce que initialement, comment je partais, le contrat avec mes parents, c'était je partais la licence. Après, le master, c'était on verra. Donc, après la licence, du moins durant, vers la fin, les difficultés ont commencé, mais bon, on essayait de terminer quand même. Je finis et je fais une année sabbatique. Je fais une année où je fais pas du tout les cours. C'était pas du tout volontaire. C'était vraiment involontaire de ma part, en tout cas, parce que voilà, il y avait plus assez de moyens pour continuer le master directement. Donc, je continue. Je reste toujours à Dakar, mais je commence par chercher des stages. C'est pas du tout évident. Je passe pratiquement toute l'année sans trouver un stage dans mon domaine. Après, je me rends plutôt vers des jobs, et des petits jobs, voilà. Et vraiment, il y avait des boulots de centre d'appel qu'on pouvait faire, qui nous permettaient, bon, voilà, de gagner un peu d'argent et tout. Après, vers la fin, je m'oriente vers le centre d'appel et j'arrive à décrocher un job dans le centre d'appel. Je me rappelle, c'était en 2017 et le décroche en avril, je pense, dans le mois d'avril ou mai. Avril ou mai, je pense, mai. Donc, je commence par le faire. Donc là, j'avais déjà pratiquement bouclé une année à la maison. Donc, je décroche, je fais mon petit job jusqu'à août. Après, je me rends compte que non, j'ai envie de continuer mon master, mais le job que je faisais ne me permettait pas de payer mes factures, de pouvoir payer mes études et de survivre. J'arrivais à payer mes factures et suivre, mais je pouvais pas payer les études. Donc, je me dis non, j'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux. Et puis, voilà, je travaille que pour payer mes factures. Et après, il y a pas d'après. Et tout en Hmm. sachant que ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait comme formation. Donc, plus les années vont passer, plus je vais m'éloigner de ma formation, de ce que j'ai appris. Hmm. Et après, il faut se remettre à niveau pour recommencer. En août, après 4 mois, 3 mois et demi, je pense 4 mois d'activité, je décide d'arrêter de rentrer. Moi, je décide d'arrêter de rentrer et de voir. Hmm. Donc, je décide, j'arrête, je démissionne. Même si ça se passait bien, je démissionne et puis je rentre à l'eau. Donc, quand je rentre à Lomé, j'observe, je me dis, OK, à Lomé, au moins, j'espère trouver un boulot ou un stage, du moins, pour, voilà, et voir comment ça va se passer. Dès que j'arrive, je commence directement par chercher des stages. Je demande à tout le monde. Je fais des dépôts moi-même. Je demande au tonton, au tata, tous ceux qui pourraient m'aider. Voilà. Moi, je frappe vraiment à toutes les portes. Je Ouais. fais des dépôts. Je me rappelle, je faisais des dépôts en moyenne chaque mois. À moins de chaque mois, je faisais une panoplie de CV et je faisais la tournée des entreprises, en tout cas, que j'avais déjà ciblées. Je vais Hmm. déposer. Et J'arrive à à cette Lomé en époque-là, tu septembre. cherchais, tu cherchais des Et, stages. Tu prenais tes CV, mhm, tu allais te taper aux portes, tu donnais ton CV, tu parlais aux gens. littéralement, J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver chez toi.
c'est que tu te lèves et tu vas chercher ce que tu veux, Oui, ce dont tu penses avoir besoin à ce moment-là, tu vas oui, chercher. Et oui. parfois, c'est pas simple de se lever et de dire, bon, je me lève le matin, je vais déposer des CV. Et je vais en déposer beaucoup. Peut-être que je vais pas avoir de réponse pendant un Ah, mois, mais il faut le faire, quoi. Il faut le faire à un moment donné, il faut passer par là. oui, oui, oui. Parce que déjà, j'ai commencé même à envoyer des demandes de stage, tout ça, depuis Dakar, avant de rentrer. Quand j'avais commencé Mhm. à réfléchir à rentrer, j'ai ciblé quelques entreprises. Je cherchais le mail de l'entreprise, en tout cas, il y a les entreprises qui pouvaient me recevoir, tu vois, même les banques qui pouvaient me recevoir. Je faisais le mail de l'entreprise, j'envoyais des CV. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup plus dématérialisé. Les gens ne prennent même plus les CV physiques. Tu vois, ils sont plus sur du numérique. Mais à l'époque, c'était ce que je te dis, c'était en 2017. Mhm. C'était vraiment le physique. Papier, ouais. Mais voilà. Mais je déposais comment, j'avais pas de retour, je suis rentré. Dès que je suis rentré en septembre 2017, et dès que je suis rentré une semaine après, j'ai commencé par faire mes CV et j'allais déposer, je ciblais Bruxelles, parce que les Sazov, comment ça s'appelle encore, le NATO, les banques. Voilà, je Mhm. faisais vraiment, dans ma tête, c'était chaque mois, je devais déposer au moins une série de CV. Et à l'époque, Mhm. vraiment, c'était dur. Je me retrouvais parfois à n'avoir que 5 000 ou 10 000 dans la poche, mais je faisais quand même j'allais faire quand même des impressions, Mhm. le CV et tout. Je mettais à jour et je me déplaçais. Je ciblais quand même. Par exemple, quand je prends l'exemple, j'arrive dans la zone de l'Onato, GTA, je descends, je sais que j'ai l'Onato, j'ai Sazov, j'ai tout que c'est là-bas. Je fais une série là-bas, après je vais en ville. Vraiment, c'est ce que je faisais. J'allais, je déposais. C'est pas aujourd'hui, il y a LinkedIn, il y a les réseaux, tu peux directement parler avec les visiteurs, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. En tout cas, moi, à l'époque, je Mhm. n'utilisais pas de LinkedIn. Donc, j'allais vraiment déposer. Et je revenais chaque mois. La SGI, je me rappelle, il y a une structure, la SGI Toro. Ouais. J'allais tellement là-bas qu'au bout d'un moment, dès que j'arrivais, le réceptionniste se Il mettait te à rigoler. connaissait. Voilà, il se mettait à sourire parce que j'allais là-bas en moyenne, quoi. Je vais pas dire 2 fois le mois, mais chaque 3 semaines, j'allais là-bas. Ah Parce que oui. là-bas, je voulais vraiment décrocher un stage parce que voilà, il faisait ce que j'avais vraiment envie de faire, notamment la finance de marché. Tu vois. Après, on va parler après de la finance de marché, la finance d'entreprise. Mais c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc là-bas, j'y allais beaucoup plus fréquemment que les autres entreprises. Ouais, j'allais tout le temps. J'ai fait peut-être 4 ou 5 fois, hein, j'ai déposé 4 ou 5 fois là-bas, si je ne m'abuse. Donc les gens qui nous écoutent là, si vous voulez un métier, il faut aller le chercher. Jusqu'à ce que le réceptionniste, quand il vous voit, il commence à rigoler. Et C'est caricatural, mais c'est... ce que tu viens de dire, c'est bizarre, mais hier, quelqu'un m'a envoyé une image, en tout cas, un proverbe, je sais pas comment on va l'appeler, une anecdote de Paul Kagame, qui dit, il faut travailler dur jusqu'à ce que ça fasse mal. Parce que la pauvreté fait encore plus mal. Ouais. Donc voilà. Il faut déposer, c'est très frustrant. Moi, je suis d'accord et ce que je te dis là, je l'ai fait fois 2 à Dakar avant de rentrer. Hmm. Ok. Tu vois, j'ai même des images, j'ai même des photos dans mon téléphone où parfois je sortais avec des amis pour aller déposer, après on se prenait en photo, on rigolait. C'est quand le jour, on va mourir. Ouais. Tu vois. Ça fait très mal, c'est très frustrant. Mais tu n'as pas le choix. On dit la mec qui demande toujours en bas. Hmm. Quel autre choix tu as? À moins que tu aies vraiment, tu vois. C'est la voie qu'on a choisie, du moins, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a dit, fais tes études, décroche un boulot. Si on nous avait appris à aller au champ, à labourer la terre ou à faire du commerce au marché, on aurait persévéré dans ça. Ce qu'on a Hmm. choisi, c'est d'aller à l'école, avoir un diplôme et travailler. Et pour avoir ce boulot, tu es obligé d'aller chercher. Si t'as pas le choix, Hmm. bon Non, voilà. c'est ça, hein. C'est beau, hein. Mais c'est la réalité du monde, c'est que il y a rien qui va te tomber comme ça Voilà, du ciel. Il faut aller chercher, quoi. Il faut aller chercher, il faut faire violence aux situations. Il faut provoquer sa voilà, chance. voilà. Et aussi, faut garder en tête que, tu vois, j'ai des amis avec qui j'ai commencé et tout. En, en un rien, en 2, 3 CV, ils ont été appelés. Pendant que Mhm. peut-être j'ai une vingtaine de CV, j'ai pas été appelé. Il faut savoir que les situations arrivent différemment. C'est pas parce que ça arrive pour l'autre, toi, ça n'est pas encore arrivé que ça va jamais arriver.
Non. Ouais. Il faut continuer, il faut porter ta croix jusqu'à ce que ça n'arrive. Ouais. Il faut pas se comparer aux autres, il faut pas regarder ça, sinon tu rentres tout de suite dans la dépression, dans la frustration. La frustration, c'est normal. Et dis-toi juste que bon, voilà, pour toi viendra tôt ou tard. C'est ça. Chacun a son temps, quoi. Et Voilà. donc, toi, ton temps, c'est que tu rentres, tu déposes des CV. À quel moment ça paye alors? Parce que ça doit payer quand Voilà. même. Au bout d'un Voilà. moment, Je dépose mon CV, je dépose mon CV, je dépose mon CV depuis, on va dire que j'ai commencé concrètement à déposer les CV fin septembre. Je dépose même les tontons, la famille, je demande, je dépose jusqu'à ce que on arrive en février. En février où on m'appelle pour un stage de transport au permis. hmm, C'était vraiment le jour et la nuit entre ce que j'ai fait et ce qu'on m'a proposé. Quand j'arrive, on me dit que j'allais travailler c'était dans l'administration. Donc, on organisait les examens de permis. On faisait tout ce qui était examen, saisie. En tout cas, réception des clients, réception des candidatures, saisie dans la base de données et des candidatures, organisation de l'examen, délivrance des cartes, tout ça, tout ça. On faisait tout ça. Ça n'avait vraiment rien à voir avec mon domaine. Mais dès que on m'appelle pour commencer, je commence, le chef de la division, quand j'arrive pour le voir, il voit mon CV, dit, ah, ok, je vois ton CV, j'ai vu ton CV, j'ai vu que on t'a affecté dans ma division. C'est pas moi qui ai choisi. Ton CV, les CV viennent à l'administration, il y a un lot de stagiaires et puis on dispatche en fonction des divisions, là où il y a le besoin. Moi, on m'envoie à la division du permis. Il me dit, j'ai pas demandé. J'ai compris que ça n'a rien à voir avec ton domaine. Parce que moi, en allant là-bas, je me dis, bon, déjà, le secteur, c'était pas du tout ce que je voulais, mais au moins, peut-être, on m'aurait laissé à la comptabilité, à la finance et tout. C'est pas ce qui a été fait. On m'envoie directement au permis. Lui arrive, il me dit, OK, écoute, moi, je suis un ingénieur électrique. J'ai fait l'ingénierie électrique des gros engins et tout. J'ai étudié à Lomé. Après, je suis parti étudier en Côte d'Ivoire. J'ai mon diplôme d'ingénieur. Mais je suis ici au permis en tant que chef de division du permis. Ça n'a rien à voir. Moi, je le fais avec bon cœur et ça se passe bien. Je sais que c'est pas ton domaine, mais fais-le quand même. On ne sait jamais, ça peut t'apporter en plus. Et tu comprendras. Je lui dis, OK. Franchement, je le prends à cœur ouvert parce qu'il est honnête. Dès le début, on a parlé, puis voilà, je commence à faire mon job. Une semaine, 2 semaines après, il me dit, voilà, il m'appelle, il me dit, j'ai remarqué comment tu travailles. Je suis content de toi. Je sais que au bout de 2 semaines, le premier jour, j'étais cerné. Donc, continue comme tu continues à travailler et tout. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour le permis. Donc, tu sais que pour le permis, c'est le seul centre où on fait le permis pour le Togo. hmm, Donc, toutes les personnes transitent ici. Que ce soit les directeurs, que ce soit les jusqu'au planton, ils doivent passer entre eux-mêmes. Leur permis doit passer entre eux-mêmes. Donc, j'ai beaucoup de contacts, de relations. Si jamais parmi ces personnes, il y a des gens qui sont dans ton domaine, avec qui je m'entends bien et qui peuvent obtenir un stage dans ton domaine, je n'hésiterai pas à en parler. Parce qu'il a vu comment tu travaillais, tu es débrouillé. J'ai dit, OK. C'est comme ça s'est fait. Je reste là avec ce monsieur, qui est aujourd'hui d'ailleurs un très bon ami à moi. C'est un grand frère, mais un très bon ami avec qui j'ai gardé le contact jusqu'à aujourd'hui, depuis hmm. 2017. Ouais. C'était en février 2018. Donc, on garde contact, on travaille depuis le jour, monsieur, une grande banque, une banque internationale. Une banque internationale arrive, il discute après, quand il sort, il veut partir, et il passe devant là où on m'avait installé. Ah, tiens, j'ai mon petit frère qui est ici. Il a fait la finance, il a fait la période. Normalement, il doit être plus dans votre domaine là, mais bon, il est là. Si jamais tu as quelque chose, je sais pas, n'hésite pas. Le gars, il me dit, OK, il n'y a pas de problème. D'accord, on voit son CV et on verra. Donc, le lendemain, je fais mon CV, le lendemain, je pars le déposer. Et on va dire qu'aujourd'hui, c'est une très grande banque, tu vois, une banque internationale. Donc, je dépose et puis voilà, rien ne se passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, après, je passe à autre chose, 4 mois. 4 mois plus tard, après, j'oublie carrément. C'est un jour, en discutant avec j'avais pris l'habitude de checker ma boîte mail, en tout cas, tout le temps. Mais il fut une période où, peut-être, 1 semaine ou 2, j'ai pas checké. C'est Ouais. là, j'appelle il me rentre un jour pour une séance d'échange avec mon chef. Il me dit, depuis là, le gars de la banque, là, tu n'as pas eu de nouvelles. Il me dit, non. J'ai checké, mais jusqu'à présent, en tout cas, au dernier nouvelle, j'ai pas eu de chute. Quand je reviens à mon poste, je check encore, tu vois. Je check, tu vois que les gars, ils m'ont envoyé un mail il y a Ah Ils m'envoient un ouais. mail
pour un stage il y a 2 semaines que j'ai pas vu. Non, il y a une semaine et demie que j'avais pas vu. Là, je saute directement, je vais dire, ah, voilà, je l'explique. Il me dit, ah, bah, voilà, c'est bien. Parce que le gars, il m'avait dit après en off que la période où tu demandais le stage, c'était compliqué parce qu'il y avait déjà une liste d'attente. Donc, c'était la période des grandes vacances. Donc, il y avait, c'était un peu avant les vacances, mais il y avait, voilà, tu vois, Les pas dire, étudiants qui voilà, veulent. qui avaient déjà demandé une année en avance. Donc, on va les prendre et puis apprendre au programme. Donc, et comme ça se passe. Après, on me prend immédiatement. Et il me disait dedans que je devais, et donc je retourne déposer, je retourne à la banque de la valeur. Voilà. On m'envoie un mail qui m'avait échappé. Voilà, je devais commencer on devait commencer il y a une semaine. Et je suis venu Ah avec ouais. quelques jours de retard. Je ne sais pas comment ça se passe. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci. Que, au fait, c'est dès le moment où je me présente que ma période commence. Donc, il Ok. fallait que je commence, je pense qu'il fallait que je commence 3, 4 jours après, un truc comme ça. En tout cas, on tombait directement dans un nouveau mois. Et le mois, je me rappelle, c'était en octobre. Je pense en octobre, en 3 octobre. Hmm. Donc, voilà. Je dis à mon patron, ah, je serai obligé de laisser tout ce que j'ai fait sans pour autant avoir fait une passation. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Toi, va faire ce que tu as à faire. Et voilà. J'arrête tout. Et puis bon, voilà. Avec les remerciements et tout, et je commence. Et voilà, ça se passe très bien. C'est vraiment ce que j'étais faire dans mon domaine. Ça se passe bien. Mais entre-temps, je reviens en arrière. Quand j'ai commencé à déposer les stages et tout, et que ça ne passait pas, j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne vais pas perdre encore une année. Ouais. Donc, je me renseigne, je me renseigne dans les écoles où je pouvais commencer à faire un master et je trouve une école sur place où je proposais un master qui était toujours au prolongement de la comptabilité. Alors, j'ai dit tantôt que je voulais vraiment aller dans la finance. C'était toujours dans Hmm. la comptabilité. Je dis, OK, c'est mieux que zéro. Je commence dans la comptabilité là-bas, mon master 1. Donc, depuis, avant même un peu avant de commencer mon stage, là, au permis, j'avais déjà commencé à faire des cours du soir en comptabilité. Donc, D'accord. je m'inscris là-bas. C'était difficile aussi parce que heureusement, il y avait des facilités de payer chaque fin de mois. Il fallait Hmm. payer. Je commence vraiment à l'aveugle, hein. J'ai Ouais. plus remis qu'un peu d'argent de sous pour faire Attends, mon si c'est pas inscription. indiscret là, moi je veux Mhm, savoir un truc. Quand tu fais ton mhm, stage, combien tu mhm. gagnes? Je vais pas te demander ton salaire aujourd'hui, mais Bien à sûr. l'époque, pour un stage À comme ça l'époque, où tu es au permis, ah, combien tu mhm. gagnes jusqu'à ce que tu arrives à payer tes charges à toi et payer un cours du soir À l'époque, au stage, je gagnais 60 000 au par permis. mois? Oui, par mois. C'était 60 000. Et ça, Waouh! c'était vraiment particulier parce que la plupart des stages, on te fait pas ainsi. Donc, je gagnais 60 000, mais quand je me suis inscrit au master, j'avais pas encore eu le stage, hein, parce que je me suis inscrit au master en novembre 2017 pour commencer l'année et j'obtiens le stage En en février. Je commence février. le stage en février 2018. Ouais, Donc pendant cette d'accord. période, j'avais juste réussi à réunir, parce que bon, je travaillais à Dakar de rentrer, j'avais réuni un peu de sous. J'arrive à réunir un peu de sous pour commencer, pour payer l'inscription et payer 2 mois. J'ai pu payer 2 mois d'avance. Hmm. C'est vraiment comme ça que je commence. Donc j'avais des mensualités de 40 000, je pense, 40 000 de moins, ou 35 000 même. Ça veut 35 dire 000 ou 40 que 000. quand tu prends ton argent au stage après, à partir de février, tu enlèves Mhm. 40 ou 35 000, tu donnes à l'école. Tout à Comment tu fait. fais pour Il vivre après? Ça, faut c'est compliqué, préciser, non? voilà, heureusement, quand je vivais en famille, donc j'avais pas de loyer à Hmm. payer. Voilà, D'accord. je mangeais à la maison et tout. Mais je me privais. Voilà. Tout ce qui est loisirs personnels, je me privais. Et je payais vraiment avant de trouver le stage, c'était compliqué. Je pense qu'il y a eu 2 mois, c'était vraiment compliqué parce que quand j'avais payé l'avance, après, rapidement, il fallait trouver une mensualité, c'était compliqué. Mais bon, j'ai tenu bon. Heureusement, j'ai eu le stage en temps. Et je rappelle que les 60 000, je les ai eu pendant 3 mois. Parce que j'étais eu le stage, on m'a mis sur un programme. C'est un programme de la BAD qui finançait des étudiants. Tout ça. Après les Hmm. 3 mois, après les 3 mois, tout le reste du temps, j'étais à 40 000. Parce Ah que ouais. les stages rémunérés normalement dans mon temps là-bas, c'était à 40 000. D'accord. Voilà. Donc, je passe à 40 000 après les 3 mois. Et c'est comme ça. Et après, j'avoue que quand pars dans la banque internationale dont je parle, c'était pas Hmm. rémunéré. Ah ouais. Tu fais ce que tu veux, mais il n'y a pas l'argent dedans. Hmm. Oui. Ouais. Je vais prendre mon chargeur, mais c'était pas rémunéré du tout. Parce que eux, dans leur politique, dans leur statut, ils ne rémunéraient pas les stages.
voilà, il y avait vraiment un gros manque à gagner parce que avant, quand je travaillais et tout, voilà, quand tu rendais service aux gens et tout, c'est pas un tabou, hein, je parle vraiment, franchement, quand tu rendais service aux gens, il y avait des gens, des personnes généreuses qui pouvaient te donner un billet par-ci, par-là. Mais quand j'arrête de faire ça et je pars de l'autre côté, il y avait plus du tout ça. Hmm. Donc, je n'ai plus ma prime de stage, je n'ai plus ces petits, voilà, remerciements des gens par-ci, par-là. Et là-bas, je ne suis pas du tout rémunéré. Ouais. Mais j'arrête tout, je pars quand même. Je pars quand même faire 3 mois. Parce que je savais que c'était beaucoup plus intéressant sur mon CV de faire un stage dans cette entité-là et dans mon domaine que de l'autre côté. Donc, quand je finis cette partie-là, on tend déjà vers la fin de l'année, j'arrête là-bas, j'ai fait de octobre, j'ai fait octobre, novembre, non, j'ai fait septembre, octobre, novembre. J'ai fait septembre, octobre, novembre. Donc, quand je termine en fin novembre, on est en décembre, un déclic dans ma tête, je me dis, bon, voilà, je suis parti dans la banque, là, j'ai regardé, j'ai vu que pour rentrer dans ce genre d'institution, il me restait encore beaucoup de chemin à faire. Ma Hmm. licence que j'ai eue à Dakar, mon master 1 que j'ai eu, que j'avais terminé justement à la période là, n'était pas suffisant pour rentrer dans ce genre d'institution. Et Hmm. là, vraiment, c'était un déclic dans ma tête. Je me dis, il me faut plus. Comment? Maintenant, je décide de faire un MBA. Je décide de faire un MBA en ingénierie financière. Je décide de me spécialiser dans ce que je fais concrètement. Donc voilà, il y a eu des conseils, mais mes supérieurs à la banque là-bas, je vais faire plutôt l'expertise comptable, que c'était beaucoup plus gratifiant parce que eux aussi, eux tous, ils ont fait l'expertise comptable avant d'être là-bas et tout. J'ai dit oui, c'était bon, mais l'expertise comptable m'oblige, je me cantonne en tout cas, à travailler plus en comptabilité. Que je Hmm. veux pas faire de la finance et ça me permet de travailler un peu, d'être transversal. Hmm. Donc, j'ai décidé de faire de retourner à Dakar faire mon MBA. Ça, c'est intéressant Et, aussi parce que les gens te donnent des conseils, c'est bienveillant. Mais le tout, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu veux faire. Parce que voilà. leurs Est-ce que conseils, j'ai à la cette base, c'est pas capacité? Voilà. forcément méchant, tu vois. Eux, Voilà. ils Non, pensent ce qui va être bien pour toi. Mais qu'est-ce que oui, toi-même tu veux faire? C'est ça aussi qui c'est est ça. intéressant à savoir, quoi. C'est ça. Je me rappelle, j'ai eu des échanges avec un directeur là-bas, le directeur du département du budget. Il me disait, tu viens de retourner à Dakar, on s'entendait très bien, je vous remercie. Jusqu'à présent aussi, quand il me dit que l'expertise comptable, c'est intéressant. Moi-même, je l'ai fait à Dakar il y a des années, c'est intéressant, certes, mais bon, par rapport à ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être au front office, tu vois. J'ai pas envie d'être au back office, de faire vraiment de la finance, je suis passionné par la finance de marché et tout. Donc, l'expertise comptable, pour moi, en tout cas, je pensais à l'époque que ça ne m'aiderait pas beaucoup à atteindre cet objectif. Donc, la finance, je voulais pas non plus faire banque, assurance. Voilà. Faut mettre une nuance. Je voulais Mhm. faire banque, assurance pour être banquier, purement. Mais c'était aussi être banquier purement. Être commercial. Là, tu ne vas connaître que les produits de la banque en général. Tu n'as pas une vision d'ensemble sur la finance, par exemple la finance de Ouais. marché, tout ça. Hmm. J'ai dit non, je vais faire ingénierie financière. Ça se rapproche plus de ce que j'ai envie de faire. J'ai une très bonne vision sur la banque. J'ai une très bonne vision sur les marchés boursiers. Quand je dis marché boursier, je vais parler vraiment de tout. Agence de notation financière, analyse financière, tout ce que tu veux. Et je peux même faire de la comptabilité. Hmm. Donc, je préfère faire, au lieu de faire banque assurance, qui n'est que banque ou assurance, je vais faire de l'ingénierie financière. Donc, je vais coiffer au moins ces trois domaines-là. La comptabilité, banque et la banque, les assurances et de la finance de marché. Tu vois? Et c'est ce que je Hmm. décide de faire. Je retourne à Dakar. Et même en retournant à Dakar, c'était mon style. Franchement, je suis parti de Lomé avec mon sac, de l'argent pour payer mon année scolaire. Mais je ne Ouais. savais même pas où j'allais dormir, qu'est-ce que j'allais manger. Ah ouais. J'avais juste toujours mes amis qui étaient à Dakar, avec qui on s'entendait très bien. J'avais un très bon ami, on s'est connus depuis Lomé. Si jamais il écoutait ce podcast un jour, voilà. On s'est connus à Lomé, on a fait le collège ensemble. On s'est retrouvés à Dakar ensemble là-bas aussi. Quand j'étais à Dakar, on était ensemble. Lui, il était dans une autre ville. Mais il venait souvent à Dakar. Moi, j'étais à Dakar. Chaque fois qu'il Hmm. venait à Dakar, je l'hébergeais. Quand je me baladais, j'allais en extérieur, il m'hébergeait aussi.
Quand je D'accord. décide de retourner, c'est avec lui, je parle de bon, écoute, je dois revenir, mais je sais pas assez de sous pour payer tout ça. Je peux payer mon collège, ma scolarité, mais est-ce que ça te dérange que je passe au moins une année chez toi pour, pour mon truc? Il me dit, mais je t'ai dit ça depuis, même avant que tu ne rentres. J'ai pas voulu que tu rentres. J'ai dit, reste, on va s'arranger pour ça. Mais bon, Mhm. il fallait que je recule pour bien ce que je dis. Ok, d'accord. J'arrive, je crèche chez lui. Au bout de 2, 3 mois, je faisant les choses, j'ai un cousin à moi qui devait arriver. Donc il arrive, donc on décide tous ensemble, tous nous trois, de prendre un appartement et vivre ensemble. Au début, Mhm. quand j'arrive, je crêchais avec mon ami dans une seule chambre, une pièce. Pour ceux qui ont fait Dakar vont comprendre, c'est pas, c'est tout à fait normal. Donc quand mon cousin arrive quand même, on s'arrange et puis on prend un appartement, on se partage. Ouais. Et là, je savais même pas que mon cousin allait arriver. C'est une fois arrivé là-bas que mon cousin a appelé et me dit, bon, écoute, moi, si je veux venir, voilà, 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 est-ce que on peut se réunir? Je Ouais. peux trouver une chambre. Je réfléchis, je me dis, bon, ok. Mon cousin peut pas arriver que je le laisse vivre de côté seul. Mhm. Et c'est sa première année. Je peux pas non plus tourner le dos à mon ami qui a accepté m'héberger. Donc, je leur propose à eux deux, on s'organise à trois pour prendre un appartement. Au moins, les charges étaient réduites. Donc, c'est ce qu'on fait. Et on prend l'appartement. Et puis, bon, voilà. On se partage les charges. Chacun avait au moins sa chambre à cet Mhm. instant-là. Et puis, voilà. Mais, de base, quand je partais, j'avais plus de visibilité là-dessus. Pour moi, en tout cas, je pars faire mon année d'MBA. Je fais du boulot. Si j'en trouve, tant mieux. Si je après, je reviens. Mais au moins, mon objectif, c'était de faire moi. Ah oui, donc tu pars, mais c'est quand même, c'est chaud. Tu pars de Lomé avec ton sac et l'argent pour payer l'école. C'est tout ce que tu. Et même l'argent Et pour payer l'école, là, je me demande comment tu économises cet argent parce que tu me dis que tu n'as pas fait de. Ton stage n'est pas j'étais pas rémunéré. rémunéré. Les premiers Non. stages que tu as eu, c'est pas Oui, grand-chose, donc je vois pas comment tu peux oui, épargner dedans. Donc comment est-ce que tu trouves réellement l'argent là, en fait, parce que. voilà. Voilà. Déjà, quand j'étais là, je savais que j'avais envie de repartir. Dès que j'ai atterri à Lomé en septembre, j'avais recommencé à demander au tonton, au tati, voilà, j'ai envie de repartir, Hmm, terminer. Est-ce que vous pouvez m'aider, tout ça, tout ça, tout ça. Allez, à l'époque, ils m'ont dit, voilà, c'était un peu brusque, on verra, voilà, on verra arrêter de les actionner. Durant l'année que j'ai fait à l'OMI pour ça, j'ai continué, les parents, tout ça, je continue. Donc, vers la fin, ils décident quand même ils me disent, voilà, c'est trop de charges. Je leur dis, écoutez, moi, je n'ai besoin que de la scolarité. Si vous pouvez m'aider avec ça, le reste, je donc, vers la fin, encore, quand une fois vers la fin, je savais vraiment, dès que je suis parti dans la banque là-bas, je savais que je pouvais repartir. Je, quand une fois, j'insiste, et après, bon, voilà. J'arrive à trouver les fonds pour payer mon écolage, et voilà. Et je pars comme ça. hmm, C'est vraiment ah oui. de l'aide d'un peu partout des parents, tout ça. C'est vraiment l'aventure, quoi. Tu pars vraiment en aventure avec un but très précis, faire ton MBA. Et comment ça Mhm. se passe le MBA? Facile? Tranquille? Ou il y a des difficultés encore au cours de cette année-là? Super tranquille. Quand je te dis, moi, pour moi, l'école au Togo, l'école à Dakar, bon, les amis sénégalais vont m'excuser, mais c'était le jour là. J'ai fait une année ici en finance comptabilité. C'était un peu corsé, mais ça va. C'était bien, mais ça va. J'arrive là-bas en MBA pour moi en tout cas, c'était super facile, quoi. Après, tu es intelligent aussi, il faut dire ça aux gens. On est là, c'est un crack Non, aussi. ça, c'est toi qui le dis. Toi qui le dis. Ouais, j'arrive pour moi, parce que là, ici, c'était dur, tu vois, t'imagines, ici, quand je faisais mon MBA et mon master, j'allais au boulot le matin, je rentrais le soir de 18h, je faisais cours de 18h jusqu'à 22h, 22h30, et je rentrais à la maison vers 3h, je repartais le lendemain, je me réveillais à 5h pour repartir le lendemain, tu vois. J'arrive à Dakar et je faisais ça tous les jours. Les samedis aussi, je faisais cours parfois. On tenait la cadence comme ça. J'arrive à Dakar. Bon, quand j'arrive, je n'ai plus pas de boulot, donc ça va, je suis à la maison. On me dit les cours, c'est que des cours de week-end, le samedi, le dimanche. Hmm. Donc, normalement, de base, c'était des cours, normalement, c'était quoi, un samedi sur deux. Mais quand j'arrive, parce que moi, j'arrive en retard. Dès que j'arrive, je commence la session de janvier. Donc, il y a une session qui commence en novembre et une autre session qui commence en janvier. Donc j'arrive en fin janvier, je commence la session même en février. Donc la session même de janvier, j'étais en retard. Donc ils ont dit, on va faire pour tous les week-ends.
pour essayer de rattraper le gap et finir tout. Parce que si on vous fait un cours sur un week-end sur deux, c'est-à-dire 2 week-ends dans le mois, on risque de finir très tard l'année. Donc, on tombe d'accord, on fait tous les week-ends. Donc, imagine, j'avais ce rythme-là, j'arrive toute la semaine, je suis la première, je fais rien. Je vais jusqu'au samedi, du matin jusqu'au soir, dimanche, soir. Pour moi, c'était super fast. Ouais, ok, je vois. Et pendant ce temps, dans la semaine, tu profites pour faire un peu de job, pour avoir un peu de sous. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Pendant ce temps de la semaine, quand je suis venu, je me suis dit, voilà, comme j'ai passé toute l'année à courir, travailler l'année précédente, je veux me reposer pendant au moins 6 mois. Tu vois, du moins, je vais commencer à chercher du boulot peut-être 6 mois après. Et c'est ce que je fais. Mais n'empêche que là, je commence à découvrir LinkedIn. Par contre, je commence à découvrir LinkedIn. On m'en parle, je m'inscris. Je suis pas très actif, mais bon, voilà, je regarde, je check. Mais je passe vraiment le temps un peu flemmardé. C'était juste école, me reposer. Parce que je savais qu'après, ça sera dur. Il faut vraiment commencer la vie active et tout. Pendant 6 mois, je fais ça. Mais entre-temps, j'ai une proposition d'emploi. Et ça, c'est une anecdote, hein, je vais en venir. J'ai une On aime proposition les d'emploi. anecdotes, on aime ça ici. J'ai une proposition d'emploi. Et ça, c'est un de mes amis avec qui j'avais travaillé dans les centres d'appel. J'étais il y a 2 ans auparavant. Ouais. Et on reste en bon contact quand je reviens. Il sait que je suis revenu. Et on voit mon CV dans un nouveau centre d'appel qui avait ouvert et qui cherchait des agents qui avaient déjà une expérience. Donc, il envoie mon CV sans même m'en parler. Ah Tu ouais. vois? Donc, un jour, je suis là, on m'appelle. Et oui, voilà, c'était le centre d'appel, on a reçu votre candidature de quelqu'un. Voilà, ça s'appelle. Je réfléchis, je ne trouve pas. Je dis, qui a pu faire ça? Je réfléchis, je demande ceux qui sont proches à côté. Et lui, il faut dire que je suis revenu, je l'ai pas vu, hein. Ça faisait 2 ans, on s'est pas vu. Mais on Mais parlait lui, il beaucoup. sait que tu es là, mais toi, tu sais pas que il sait que tu es Voilà, là. oui, oui. Si, D'accord. si. Donc, je réfléchis. Non, il sait, parce que je lui ai dit, on parle au téléphone et tout. Et je lui demande, est-ce que tu es toujours dans l'autre centre d'appel? Comment ça se passe? Il lui dit, non, j'ai arrêté, je suis ailleurs. Et voilà, voilà. Je réfléchis, je trouve pas. Après, je pense à lui, parce que c'est le seul du centre d'appel avec qui je suis en communication. Je pense à lui, mais je ne l'appelle pas directement. Je vais plutôt à l'entretien. Il y avait peut-être souvent dans les centres d'appel, il faut faire un test. On fait un petit test écrit, et puis après, on fait un entretien. On finit ça. Et après, je pose la question. Je vais se poser la question que, excusez-moi, comment vous avez reçu ma candidature? Parce que j'ai pas postulé. Il me dit non, c'est quelqu'un qui nous a envoyé votre candidature. Et là, je me dis, ça ne peut qu'être lui. Donc après, quand je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu as envoyé ma candidature dans un centre d'appel en temps comme ça? Il me dit oui, j'ai fait ça depuis, mais j'ai oublié d'en parler. Parce qu'au fait, c'est moi, il voulait, mais je les ai dit que ça ne m'intéressait pas et j'ai pensé à toi. Je dis, ah, ok, c'est D'accord. gentil. Et à l'époque, c'était un boulot où on me proposait 200 000 plus des primes. Et Ok. c'était très bien pour les centres d'appel, genre à Dakar. Parce qu'en moyenne, les autres proposaient 90 000 plus les primes. D'accord. Donc, on fait l'entretien. Et je fais l'entretien peut-être en avril, pendant la période où vraiment je ne cherchais pas d'emploi. Et là, en avril ou en mai encore. Et il dit qu'ils vont me rappeler très rapidement. Après, il ne nous appelle pas. On a été retenus, on était 3. Une dizaine, je pense. Il ne nous appelle pas. Après, on passe à autre chose. Moi, après mes 6 mois de flemmardage, qui s'estime, je décide vraiment de commencer par chercher un emploi. Maintenant, je commence par déposer les CV dans les banques, et peu par-ci par-là, les institutions financières. Là, moi, je dépose. En tout cas, chaque fois, 2 fois par mois environ, hein, par mail. Qu'est-ce que je faisais? Je dépose par mail. Après, je pars déposer. Et j'étais dans l'appartement avec mon ami qui m'hébergeait. Lui aussi cherchait le boulot dans son domaine. Donc, on s'organisait. Parfois, on sortait tous ensemble. On allait dans une zone. Parce que bon, Dakar, tout est concentré presque au même endroit, au plateau. Voilà, donc, on allait tous ensemble au plateau. Et puis, on se dispersait. Enfin, je l'accompagnais, il fait son dépôt. Après, il vient m'accompagner. Je fais mon dépôt dans mon domaine. Et après, on fait ensemble. On faisait ça, on en rigolait. La vie d'étudiant, quand on était dans le même appartement, on Ouais. restait à discuter, on parlait jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Quand on C'est voit une débat offre, stérile, là. voilà, on voit une offre, même à 1 heure là, on Ouais. envoie, à 1 heure, on envoie. Et d'ailleurs, moi, mon vrai emploi, j'ai postulé aux alentours de 2 heures, 3 heures du matin. Ah Voilà. ouais. Ouais, ouais. Donc, Qu'est-ce que, voilà.
faisais à 2 heures du matin, là, sur Non, les... on restait Tu là. rentrais de soirée, tu as dit, allez, je regarde un Non, peu, même qu'est-ce pas. que... Tu sais, à Dakar, c'est comme la vie d'étudiant. Heureusement, comme aussi nous, on se connaissait tous dans le même appartement. On passait du temps à chiller, à rester là, à discuter, à parler de tout, de rien. Lui aussi, il avait fini son cycle. Donc, moi, je faisais mes cours en week-end. Donc, en semaine, j'étais vraiment libre. Lui, je pense qu'il avait fini son cycle à l'époque où il était en mémoire, en tout cas. Donc, il n'allait pas en cours en week-end. Il y avait que mon petit cousin qui allait en cours, qui venait d'arriver. Donc, moi, je passais vraiment de temps à chiller, rester à parler de tout, de rien, tu vois. Le Hmm, lendemain, on jouait maintenant, on dort, tu vois. Donc, d'accord, c'est comme d'accord. ça se passe pour le, pour le, pour le truc, justement, pour le Donc, centre d'appel, ça se concrétise pas. ouais. On passe à autre chose. Après, je cherche dans mon domaine, je cherche, jusqu'à ce que le jour, on m'appelle dans une banque. On m'appelle dans une banque de la place. Heureusement, c'était une banque qui était juste derrière là où j'habitais pour aller faire un entretien. Je le fais ici. Voilà, ils me prennent pour un stage parce qu'ils avaient vu ma candidature et tout. Je fais le stage. Je commence le stage, je suis censé payer à 35 000 francs avec un À MBA Dakar. à Dakar. Avec un Attends, mais MBA. pour les gens qui ne savent pas, la vie à Lomé et la vie à Dakar, c'est pas la même chose. Mhm. C'est-à-dire que si tu gagnes 100 000 francs à Lomé, Mhm. à l'époque, en plus, tu étais pas mal. Tu pouvais, bon, c'était pas ouf, mais en tant que stagiaire, tu peux faire ta petite vie. À Oui, Dakar, avec 100 000 francs, tu fais rien, hein. tu fais rien. Pas Et grand-chose. il faut dire que j'avais le loyer à payer. J'avais Ah les oui, en charges locatives, plus, tout ça à payer il y a parce pas que la lui, maison des parents. non, je parle vraiment avec mon sac et tout. Quand je suis Ouais. reparti, après ma licence, et à part le MBA où j'ai un coup de main, c'est fini, hein. Tout le reste, même Hmm. en étant sur place, tout le reste, j'ai payé de ma poche. Ouais, ouais, ouais. Donc, il n'y avait rien. Donc, À stage à part 35 000. avec mon MBA et tout. Ouais. J'ai pas le choix. Je commence le stage 2 semaines après, non, une semaine après, avant même de commencer le stage, peut-être une semaine avant de commencer mon stage, là où il avait fait pour le centre d'appel, il me rappelle. Il me dit que voilà, au fait, on vous appelle par rapport à l'entretien que vous aviez fait. On avait mis en pause l'activité. C'est maintenant, on veut réellement démarrer l'activité, on vous rappelle. Ah, est-ce que vous êtes toujours disponible pour cet emploi? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, ça me va. Je n'ai encore rien trouvé. Il me Ouais. dit oui, on vous rappelle le lendemain, je pense dans 2 jours, pour débuter. Il ne m'appelle pas une semaine et demie, c'est cool. Moi, j'avais déjà fait mes dépôts. C'est là la banque, elle m'appelle pour le stage. Je pars. Bon, voilà. Commencer le stage. Les autres, ils ne m'ont plus appelé. Malheureusement, je ne pouvais pas les appeler non plus parce que le numéro avec lequel ils t'appelaient, c'est un numéro que tu peux pas rappeler. C'est-à-dire, il Hmm. y a que eux qui ont le droit d'appeler. Donc, je n'avais aucun moyen de les informer. Moi, je pars faire commencer mon stage. Une semaine après, il me rappelle qu'il me dit, oui, on vous avait appelé il y a 2 semaines, 3 semaines en arrière. Voilà. Il faut que vous commenciez le lundi. Il Eux dit, ah, aussi, ça sera mais pas eux aussi possible. n'ont pas l'air sérieux, hein. Ils Voilà. t'appellent, Tu vois, tout ouais. ça. Je dis, mais c'est pas possible parce que je viens justement de débuter un stage cette semaine. Il me dit, mais on vous a appelé il y a 2 semaines, vous avez confirmé que vous étiez disponible. Je dis, mais oui, vous m'avez dit qu'on devait commencer le lendemain. On ne s'appelle pas. Après, bon, le numéro, en plus, je peux pas vous rappeler. Donc, j'accepte moi, un autre emploi. Et tiens-toi que eux, quand ils reviennent avec une offre à 250 000 de base, plus des primes. Hmm. Parce que c'était vraiment une nouvelle activité, ils avaient vraiment des parts de marché à papier, donc ils voulaient vraiment mettre à l'aise l'équipe. Les De premiers l'autre côté, embauchés, quoi. de l'autre côté, j'étais à 35 000. Ouais. Mais je La question refuse se l'offre. pose. Ouais. Je refuse. Non, j'ai même pas dit j'allais réfléchir, je leur ai dit tout simplement non. Malheureusement, je ne peux pas accepter. Je refuse les 250 000. Plus les primes. Les primes, maintenant, je sais pas comment ça va être calculé, mais je refuse. Et je continue mon stage. Tu vois que c'est fou. Pourquoi je refuse? Ouais. Parce que de l'autre côté, c'est un centre d'appel, c'est un job, mais ça n'a aucune valeur ajoutée sur mon parcours. Ouais. Tu vois? En extra, oui, ça compte, mais en finance, ça n'a aucune valeur ajoutée. Ouais. Ça, et ça t'amène pas Bon, là où tu veux arriver, en fait. non, non. C'est un détour C'est qui, un à détour. l'instant où tu prends la décision, serait inutile par rapport à Voilà. où tu veux arriver. Hmm. Voilà. Dans l'immédiat, j'aurais gagné de l'argent, j'aurais eu une meilleure qualité de vie, mais après, voilà, je vais me retrouver Hmm. dedans. Et c'est pour ça que j'étais rentré à Lomé 2 années plus tôt. Donc, je me dis, ok,
Je continuais en banque à 35 000. Une semaine encore plus tard, je t'ai dit tout à l'heure que mon vrai emploi, je l'ai postulé à 3h, 2h, 3h. Ouais. J'avais postulé à 2h, 3h du matin dans la banque. J'ai commencé vraiment la banque. Une semaine plus tard, il m'appelle. Et quand il m'appelle, il n'y avait pas de numéro indiqué, tout ça, tout ça. Et il faut dire que, entre-temps, avant même de commencer la banque, j'étais déjà parti faire un entretien avec eux. Ok. Tu vois? J'étais déjà parti. Ouais. J'ai omis j'étais parti faire un entretien. Eux aussi, ils devaient me revenir, mais ils m'ont dit que je devais pas travailler avec mon directeur, mon porteur hiérarchique. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Donc, il Hmm. fallait caler un rendez-vous. J'ai fait l'entretien avec les ressources humaines, avec le contrôle interne. C'était bon pour eux, mais il fallait l'entretien final avec mon responsable hiérarchique. Il n'était pas là. Et il s'est écoulé presque 3 mois après. Donc, entre-temps, j'ai commencé le stage là où je t'ai dit, la banque là. Une semaine plus tard, j'étais en réunion. Il y a un numéro qui m'appelle, un numéro inconnu. Je ne décroche pas. Je ne décroche pas. Mais après, quand je finis ma journée, je sortais pour faire les courses vers 19h. Je me dis, bon, ce numéro-là qui m'a appelé là. Parce que je me dis souvent, on m'appelle, quand tu appelles quelqu'un, c'est urgent, après tu rappelles. On n'a pas rappelé. Je Hmm. vois ce numéro, je me dis, bon, je vais quand même rappeler, voir, on dit jamais. J'appelle, il me dit que voilà, c'est telle banque. Vous allez passer un entretien entre temps, voilà, voilà, voilà. On vous appelle pour voir si, finalement, on a pu caler une plage horaire pour l'entretien avec ma directrice. Est-ce que vous êtes disponible? Je dis, mais bien sûr que je suis disponible. Il me dit le lendemain à 13h. Le lendemain à 13h, je pars faire l'entretien. J'arrive dès que je vois la dame. On n'a même pas parlé 5 minutes. Pause. Arrêtons-nous ici pour l'instant. La suite, dans la partie 2, la semaine prochaine. Au revoir.